Là, frérot, nous traversons une période extrêmement particulière dans l'écosystème crypto. La SEC se prend pour Booba et elle ne s'en cache pas. Sa volonté est claire, arrêter des carrières. Au-delà de ça, on va revenir sur le hack d'un portefeuille crypto à 35 millions de dollars. L'argent gagné salement, somme colossale, mais là, c'est un hack très très particulier. Au-delà de ça, on va revenir sur l'affaire un peu sombre reliée à Multichain. On va parler de la guerre des stablecoins, on va voir comment le Bitcoin est bullish. On va aussi revenir sur les signes qui montrent que le bottom est en train de se creuser, tandis que l'adoption massive suit son cours. Tu vas voir. Mais avant ça, on va tirer au sort ensemble les deux grands gagnants du NFT de la collection 1000 Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires en vidéo. Les soldats du bear market, on est ensemble. Donc, premier grand gagnant, félicitations à toi. Deuxième grand gagnant, félicitations à toi. Donc, vous pouvez me contacter par mail avec une adresse ERC20. Maintenant, tu connais, hein. Si tu connais pas, chaque semaine, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto-monnaies. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti frérot, on commence. La SEC viendrait-elle du 9 de I? Vraie question. En tout cas, avant de revenir sur ces dernières dingueries, je voulais te parler de Binance. On avait récemment vu que Binance avait dû quitter le Canada à cause de nouvelles régulations crypto. Situation un peu similaire en Australie où Binance a dû faire marche arrière et stopper les dépôts et retraits par transfert bancaire. Donc on voit que la manière dont les cryptos sont en train d'être régulés impacte le développement des plateformes crypto. Autre nouvelle concernant Binance qui considérait le fait d'autoriser les développeurs de sécuriser leur collatéral en banque. Alors j'avoue que quand tu me parles de plateformes centralisées et de banques, tu me perds parce que je préfère utiliser les plateformes décentralisées. Mais n'hésite pas à me dire comment tu vois cette nouvelle. Maintenant, on va faire un focus sur les NFT Bitcoin Ordinals. Binance avait annoncé dernièrement supporter les NFT Bitcoin sur sa marketplace NFT. Et tu sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de débats autour des NFT Bitcoin. Certains pensent que c'est une tendance éphémère, d'autres voient les NFT s'inscrire dans la durée, les NFT Bitcoin, pardon, s'inscrire dans la durée. N'hésite pas à me dire quel est ton positionnement sur le sujet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, les NFT sur Bitcoin sont en train d'exploser des records à un tel point que la blockchain Bitcoin a dépassé Solana pour devenir la deuxième blockchain NFT la plus populaire. Et on peut le voir sur les données que la blockchain nous sort. Par exemple, le site CryptoSlam nous montre que quand on classe les blockchains par volume de vente NFT, Ethereum est première et Bitcoin est toujours deuxième à l'heure où j'enregistre la vidéo. Alors très curieuse de voir comment les NFT sur Bitcoin vont évoluer, même si aujourd'hui il y a beaucoup de spéculations et que je regarde juste leur évolution à titre informatif, je pense qu'ils sont là pour s'installer de manière durable. Et d'ailleurs dans le Club Alpha, il y a un ref qui nous a fait des dingueries avec. On est dans les NFT, on y reste parce que Binance a récemment lancé un nouveau service de pré-NFT. Donc en fait, si tu as un NFT blue chip, les NFT blue chip ce sont les NFT les plus populaires qui ont une valeur assez élevée comme les Base, les Mace, et que tu souhaites emprunter de l'Ether, tu pourras déposer ton NFT en collatéral pour emprunter de l'Ether contre cet NFT. Et quand tu auras fini de faire ta vie avec tes Ethers, en remboursant ton prêt, tu vas retrouver ton NFT. C'est un service assez pertinent, même si j'avoue ce n'est pas quelque chose que j'utiliserai sur une plateforme centralisée comme Binance, parce que de manière générale, je préconise tout ce qui est décentralisé. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Autre coup dur pour Binance qui a malheureusement dû délister les cryptos reliés à la confidentialité comme Monero et Zcash dans 4 pays européens, toujours à cause des régulations crypto.
Donc, si tu avais ces cryptos-là, je t'invite à rapidement les retirer de Binance et les garder au chaud dans un hot wallet ou mieux cold wallet. C'est un rappel que je fais souvent. Maintenant, on va revenir sur les coûts que Binance se prend. On va commencer avec la CFTC qui avait en avril porté plainte contre Binance. En fait, elle accuse Binance de violer les règles américaines reliées aux produits dérivés et elle accuse Binance d'avoir proposé le trading de produits dérivés à ses clients américains alors que ces produits-là n'étaient pas enregistrés. C'était en avril. Et là, il y a la SEC qui arrive et qui décide à son tour de porter plainte contre Binance pour des raisons un peu similaires. Déjà, c'est toujours relié aux États-Unis. Et là, elle accuse Binance d'avoir partagé des cryptos qui n'étaient pas enregistrés. Et je tiens quand même à rappeler quelque chose. Je le fais à chaque fois que je parle de la SEC. C'est que Gary Gensler, le président de la SEC, quand on lui demande si l'Ether est une security ou non, le REF bégaye, le REF n'arrive même pas à nous donner une réponse claire. Et la SEC, la même SEC, qui ne sait même pas comment qualifier des cryptos, se permet de porter plainte contre des plateformes crypto en disant qu'elles enregistrent des produits qui enfreignent la loi, qui elle-même est floue. Ça n'a pas de sens, tu vois ce que je veux dire? Et là, la SEC, on dirait qu'elle adopte l'approche Booba parce qu'elle a envoyé un gros pic à Binance sur Twitter. En fait, elle a partagé une citation du Chief Compliance Officer qui date de 2018 où ce dernier disait que Binance est en train d'opérer comme plateforme non enregistrée aux USA. Ça, c'est pour Binance. Et très récemment, juste avant que j'enregistre la vidéo, on a également appris que la SEC avait encore une fois décidé de porter plainte contre Coinbase pour les mêmes raisons. Coinbase qui serait en train d'opérer comme une plateforme non enregistrée. C'est vraiment du n'importe quoi. Surtout que même Coinbase, dès le début, avait essayé d'évoluer et de se développer main à main avec la SEC. En tout cas, dis-moi ce que t'en penses. Moi, je pense juste que la SEC a besoin d'argent et elle regarde sur qui elle peut tirer et elle décide de tirer sur les plus gros qui sont Binance et Coinbase. Affaire à suivre. Maintenant, on va revenir sur un hack à 35 millions de dollars. Il y a quelque chose que je te dis souvent. Dans ces cas-là, l'argent est gagné salement, les sommes sont colossales. Là, c'est très très colossal. Même si on a connu pire quand même. Hein. En tout cas, ce hack concerne un portefeuille décentralisé non-custodial, Atomic Wallet. Mais ce que j'ai trouvé assez troublant et assez triste, c'est qu'en 2022, il y avait une entreprise qui avait fait un audit sur la plateforme et qui avait déjà mis en lumière des vulnérabilités de sécurité dont Atomic Wallet faisait l'objet. Et suite à cette mise en lumière, le CEO avait décidé de faire l'autruche. Donc rien que ça, c'est assez spécial. Et je sais qu'à titre perso, dès que j'ai le moindre doute quant à la sécurité d'une plateforme ou d'un portefeuille que j'utilise, je préfère changer et prendre une alternative. Parce que malheureusement, ce portefeuille s'est fait hacker à 35 millions de dollars. Donc il y a énormément d'utilisateurs qui utilisaient ce portefeuille crypto qui ont perdu l'entièreté de leur portefeuille. Et à l'heure où je parle, il me semble qu'on ne connaît pas encore les raisons de ce hack. C'est assez flou et ça souligne encore tous les risques reliés à la crypto. C'est triste, mais bon, ça montre aussi que le marché, la technologie et les produits qui se construisent sur la blockchain ne sont pas encore matures, mais ça veut aussi dire qu'on est très early et qu'il y a une grosse marge de progression. On va parler d'un autre hack, non, je vais revenir après sur l'autre hack, mais là on va parler de multi-chain. Il y a une grosse dinguerie reliée à cette plateforme. Déjà, multi-chain c'est quoi? C'est un pont qui te permet de transférer tes cryptos d'une blockchain à une autre. Je sais que j'avais déjà utilisé ce pont auparavant avant d'avoir trouvé des meilleures alternatives, mais c'est quand même important de souligner que quand on classe les ponts par TVL, multi-chain est quand même dans le top 3. Donc c'est pas le petit pont qui a été créé hier, tu vois ce que je veux dire? Donc qu'est-ce qui s'est passé autour de ce protocole crypto? En fait, ils ont voulu mettre à jour leur protocole, ce qui a fait ralentir les transactions.
Dans la foulée, on a également appris que la fondation Phantom avait retiré 2,4 multi de SushiSwap et ça a créé un peu de FUD, même voire beaucoup de FUD autour de Phantom premièrement, mais aussi du token multi. Au-delà de ça, bizarrement, mystérieusement, le CIO n'a plus donné signe de vie. Les équipes n'ont pas réussi à rentrer en contact avec le CEO de Multichain. Il y avait même des rumeurs comme quoi cette personne a été arrêtée, ce qui a encore plus augmenté le FUD autour de Multichain, pardon. Et il s'est passé un autre événement assez inédit. Et tu vois que dans ces mouvements de foule et de panique, le marché réagit de manière irrationnelle. Parce que là, on remarque qu'il y a plusieurs membres de la team du projet Multichain qui ont bougé 3 millions de dollars de tokens multi de Gate.io. Et ensuite, il y a eu un FUD comme quoi la plateforme Gate serait insolvable, ce qui était faux, mais ces rumeurs d'insolvabilité de la plateforme Gate ont fait chuter le cours du token. Et déjà dans le mouvement de panique relié au token multi, Binance avait même dû poser les dépôts de ce token pendant une courte durée, donc on voit que c'était vraiment le bordel. Et actuellement, qu'est-ce qui se passe? Alors la bonne nouvelle, c'est que le pont a repris ses fonctionnalités de manière normale et ça a fait performer le token relié au projet qui a explosé de 30%. Donc on voit que le marché réagit parfois de manière très irrationnelle quand il y a plusieurs événements qui créent un sentiment de panique. En tout cas, n'hésite pas à me dire si tu avais du multi et comment tu as vécu cette nouvelle. Maintenant, on passe au hack que je voulais te partager à la suite du hack à 35 millions. En fait, là, c'est relié au compte Twitter du CTO du projet OpenAI, ChatGPT, on les connaît. En fait, il y a un petit chenapan qui a hacké le compte pour promouvoir un token fictif OpenAI. C'est pour ça que c'est un rappel que je fais, mais qui est toujours important à faire, c'est qu'il faut se méfier, même des comptes vérifiés, car si ceux-ci se font hacker, ils peuvent partager des publications en faisant la promotion d'un token frauduleux, euh, et si tu décides de te précipiter et les acheter, tu risquerais de perdre tout ton argent. D'ailleurs, comme on est dans OpenAI, je tenais aussi à féliciter les refs pour leur levée de fonds reliée à leur projet WorldCoin. Je t'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais là, on va passer aux memecoins. On a vu qu'il y avait eu une euphorie autour des memecoins comme PP et même des tokens BRCV sur Bitcoin, mais il y a également des memecoins sur la blockchain Cardano. J'avoue que je ne savais pas, mais là, on a récemment appris qu'il y a le memecoin Snake qui a connu une croissance de 23 000%. C'est un meme coin sur Cardano. N'hésite pas à me dire si tu es sur cet écosystème. J'avoue que Cardano, c'est vraiment un écosystème que je regarde de très très loin. Là, on va parler d'un meme coin que tout le monde connaît, le Doge, parce qu'il y a les investisseurs de Dogecoin qui ont décidé de porter plainte contre Elon Musk. En fait, ils accusent Elon Musk de manipulation de marché. Alors, je pense qu'Elon Musk ne se cache pas et c'est très bien que quand il tweet sur le Doge, son cours augmente. Mais bon, on va voir quelle sera l'issue de cette affaire. Et là, on change d'écosystème. On va parler des stablecoins. Dans l'écosystème des stablecoins, il y en a plusieurs. Il y a les intellos, il y a les bad boys. Et là, on remarque que Tether, l'USDT, a atteint un ATH en termes de market cap. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui décident, en tout cas qui font confiance à Tether, l'USDT. Et ce qui est assez drôle, c'est que Tether, en gros, lui, c'est le bad boy, tu vois. C'est le mec qui ne respecte pas les règles, qui n'en fait qu'à sa tête. Et malgré ça, on remarque que le bad boy est en train d'attirer un maximum de valeur. D'ailleurs, quand tu tapes Tether fraude sur Google, tu peux regarder les accusations dont Tether avait fait l'objet. Il y avait déjà Binance qui pensait que l'USDT était un scam. Et il y avait souvent eu des flous sur la manière dont ils arrivaient à sécuriser leurs réserves. Et il y avait aussi même une enquête qui avait montré que les refs derrière Tether avaient utilisé des documents frauduleux pour créer ou pour faire des opérations bancaires reliées aussi à des entreprises un peu sombres. Bref,
ça ne les empêche pas de surperformer. On avait même vu il y a quelques semaines qu'ils avaient réalisé des records en termes de profit à un tel point qu'ils avaient dit qu'ils allaient redistribuer une partie de leur profit dans le Bitcoin. Bon. Par contre, les autres stablecoins se portent quand même bien. Circle n'est pas à la rue et là il y a une nouvelle assez bullish. Circle a décidé de se lancer sur Arbitrum. Ça c'est aussi bullish sur le développement de Arbitrum qui continue sa belle ascension malgré l'airdrop passé. Maintenant parlons du Bitcoin. J'ai vu une petite nouvelle bullish que je voulais te partager. C'est qu'au cours des 3 derniers mois, on a pu voir que le Bitcoin a performé les commodités comme l'or et l'argent. Est-ce que cette tendance va durer? Affaire à suivre, mais c'est quand même quelque chose qui fait plaisir, surtout que là, frérot, on va pas se mentir, faut se dire les termes. Actuellement, le marché est mort. Tout le monde est en train de partir. Énormément de personnes quittent le navire. Et il y a même des gros acteurs qui sont en train de nous lâcher. Regarde. On a pu voir aussi ces derniers mois que l'intelligence artificielle a explosé en termes de popularité. Et il y a certains VC qui décident d'aller là où l'argent est la plus chaude. Et actuellement, on ne va pas se mentir, c'est dans l'IA. Regarde, là, par exemple, on a appris que Paradigm a décidé de déplacer son focus de la crypto à l'IA dans une certaine mesure, dans le sens où avant il mettait vraiment en avant la crypto et le Web3 sur son site et là il a supprimé ses mentions. Par exemple, il y avait un passage que je voulais te partager. Avant, et voilà, là, avant ils avaient une ligne où ils disaient nous croyons que la crypto va définir les prochaines décennies et cette ligne a quitté leur site internet. Bon, après, d'un côté, c'est normal, tu vois. Mais nous, si on est là, c'est quoi? Parce qu'on croit à la technologie et on croit à son potentiel dans la durée. On ne fait pas partie des gens qui vont retourner leur veste quand ils voient que tout le monde sont dans les intérêts de la crypto. Tu vois ce que je veux dire? Même si on n'est que deux sur la chaîne, frérot, on va rester ici jusqu'à la fin parce qu'on y croit et on sait que la crypto et la technologie de la blockchain sont là pour durer. Autre point qui montre que le bottom est en train de se creuser, que le bottom est là. Il y a d'autres plateformes qui licencient. Les dernières en date, c'est Binance et Nansen. Et l'autre point qui m'a vraiment marqué, c'est que les recherches sur Google reliées à la crypto sont en train de chuter pour atteindre les niveaux de 2020 pardon, avant le bull run. Mais d'un côté, je me dis que c'est bullish parce que là, encore une fois, il n'y a que les vrais qui restent, il n'y a que les gens qui ont les convictions testostéronées. Et quand on peut voir un désintérêt croissant autour de la crypto, quand on regarde ceux qui sont en train de construire, on voit qu'il y a un intérêt croissant de la part des acteurs du Web 2 pour se développer sur le Web 3 parce que eux, ils sont comme nous, le Vaussaire est connecté, ils entreprennent parce qu'ils savent que c'est maintenant qu'il faut mettre en place les fondations et les offres, services reliés à la blockchain pour accueillir l'adoption massive qui va arriver tôt ou tard. Donc je vais te partager une série d'entreprises Web 2 qui sont en train de build et de nous rejoindre. Mercedes dans l'automobile, là elle s'apprête à lancer sa collection NFT. En plus elle le fait en collaboration avec une DAO, Fingerprint. Je ne connaissais pas. C'est bien, c'est la blockchain reliée à l'art. Ok. On a également Kellogg's, donc là on change, on passe de l'automobile à l'alimentaire, la marque de céréales qui dépose des marques pour le NFT, Metaverse, Web3. Ça s'annonce très bullish parce qu'il y a énormément de personnes qui mangent des céréales. On a également Michelin. Michelin qui explore le Web3 au point même de prendre le jargon. Tu vois, ils ont partagé un post où ils disent GM, say it back. Ça fait plaisir. Et GM, Michelin, on vous accueille avec plaisir. Il y a également une compagnie aérienne japonaise qui est en train de mettre en place une plateforme NFT. Et tu vois, toutes ces entreprises Web2 qui sont en train de prendre d'assaut le Web3 vont ressortir gagnantes et je ne serais pas étonnée si elles explosent en termes de chiffre d'affaires quand l'adoption massive sera là. Parce qu'en fait, c'est maintenant qu'il faut mettre en place des initiatives sur le Web3. C'est pas quand la hype va revenir qu'il faudra faire des tests, ce sera déjà trop tard et toutes ces entreprises-là auront une longueur d'avance. Bon, on continue. Et là, on apprend que la société parente de T-Mobile, donc en fait, T-Mobile, c'est dans le télécom, dans la téléphonie. Il faut voir T-Mobile comme France Télécom pour faire simple. Et là, on apprend qu'ils rejoignent la blockchain Polygon en tant que validateur. Très très bullish pour Polygon.
Autre nouvelle, il y a Nike qui, à travers sa plateforme NFT Swatch, fait un partenariat avec EA Sport. Donc ce sont des jeux vidéo. Ça veut dire qu'il y a énormément de personnes qui jouent aux jeux vidéo qui vont peut-être être amenées à acheter des NFT sans le savoir, mais ils vont acheter ces NFT pour l'utilité que ces derniers vont leur procurer dans le jeu vidéo. Et ça, c'est extrêmement bullish parce qu'en fait, le but, c'est que les personnes puissent utiliser les outils Web3 sans forcément savoir que ça vienne du Web3, sans forcément comprendre la technologie qu'il y a derrière. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si on compare ça à Internet, on utilise Internet, le Wi-Fi, mais on ne sait pas forcément comment la technologie fonctionne. Et c'est ça qui est beau, tu vois. On continue avec Renault qui introduit également une campagne NFT en Corée. Ça commence en Corée, c'est en Asie, ça va se développer en Europe et en Amérique, je ne doute pas du tout. Et l'autre nouvelle qui nous vient de Formule 1 qui a décidé d'utiliser la blockchain pour émettre des tickets NFT. Donc les gens voient que la blockchain apporte des avantages qui n'étaient pas présents dans le monde actuel. Petite pause pour revenir sur la dernière keynote d'Apple qui a introduit son casque de réalité augmentée et réalité virtuelle. Alors c'est très bullish pour le développement de l'AR et de la VR. Il y a beaucoup de personnes qui se sont dit que c'est aussi une nouvelle très positive pour le développement du métaverse, même si sur ce point-là, je t'avoue que je suis mitigée parce que là, on parle quand même d'un casque qui coûte 3000 euros, qui n'est pas accessible à tout le monde. Et l'adoption massive du métaverse doit aussi rimer avec accessibilité. Mais si ça peut ouvrir la voie pour permettre à d'autres acteurs de créer des lunettes avec un prix beaucoup plus accessible, c'est bullish. En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et comme on est dans une tendance assez bullish, on va parler de la Chine. Alors la Chine, j'ai l'impression qu'elle a un positionnement flou quant aux cryptos. Parce que parfois, on voit qu'elle a plusieurs mesures qui visent à restreindre l'accès aux cryptos. Et de l'autre côté, c'est l'inverse. Elle met en place des initiatives favorables au développement des cryptos. Et là, c'est ce que je voulais te partager. Parce qu'on a appris que la ville de Beijing, j'espère que je la prononce bien, a récemment dévoilé un white paper pour le Web3 et elle veut vraiment faire d'Hong Kong un hub relié à la fintech et le Web3. Et ça se voit également dans une nouvelle régulation qui nous vient d'Hong Kong qui vise également à faire de la région d'Hong Kong, un hub pour la fintech et le Web3. En tout cas, c'est très bullish. Maintenant, revenons à l'adoption institutionnelle. On voit qu'il y a l'adoption de la part du retail qui est en train de se mettre en place, mais les institutionnels sont également très bullish, frérot. Et ça aussi, ça fait très plaisir. Regarde, on a Coinbase qui va lancer une plateforme dérivée pour les institutionnels. Et dans son résumé, il commence par souligner la demande institutionnelle. On est bullish. Autre point, il y a le Crédit Suisse qui est en train d'intégrer Polygon pour une offre de tokenisation. Il y a plusieurs institutions financières qui utilisent Polygon pour la tokenisation. J'espère que tu suis un peu les crypto news. C'est très très bullish. Et l'autre point, c'est relié à la banque de Tonga. C'est au JP Morgan, le REF qui ouvertement qualifie les cryptos de scam, mais qui a sa banque qui est à fond dedans. Là, on a appris que JP Morgan a un projet de création d'une plateforme blockchain en Inde. Donc il le fait en partenariat avec plusieurs banques indiennes. Donc ça, encore une fois, c'est très très bullish. Et ce qui est aussi bien, je ne l'ai même pas souligné, mais on voit que les initiatives reliées au Web3 ne sont pas centrées dans une seule partie du monde, mais on peut vraiment les voir dans les quatre coins du monde et c'est ce qui fait d'autant plus plaisir. On peut les voir dans les quatre coins du monde, mais également dans toutes les industries. Parce que même si on part dans le juridique et qu'on revient en France, là, la grosse nouvelle qui m'a fait énormément plaisir, c'est qu'on a appris qu'il y a la Cour d'appel de Paris qui va utiliser les NFT pour ses documents et actes officiels. C'est une dinguerie. Je ne le savais même pas, mais ils ont même leur propre blockchain. Attends, elle est où là? J'avais vu passer l'info quelque part. Leur propre blockchain légide. Et il me semble qu'ils l'avaient créé en 2021. Donc c'est pas quelque chose de récent. Tu vois, les refs sont en train de construire et les refs voient le potentiel de la blockchain. Cette blockchain, elle est destinée aux particuliers et aux entreprises pour leur permettre de protéger leur création au fil de leur projet.
très bullish, malgré le fait que le marché soit mort, frérot, tu sais que là, on va rester jusqu'à la fin, conviction testostéronée, et merci beaucoup pour ton temps, parce que là, on est ensemble. Si ce n'est pas encore fait, mets un petit pouce j'aime pour donner de la force. Je t'attends en commentaire, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait, et je te dis à très 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 vite pour une nouvelle vidéo.